Comme promis, je réalise aujourd'hui une capsule sur un sujet extrêmement rébarbatif, mais extrêmement important, qui est le sujet des finances publiques et surtout de la dette et des risques de faillite de l'État que Emmanuel Macron et sa gestion dilettante des affaires nous fait courir. Alors, on se souvient de deux épisodes. D'abord que on a découvert en gros, courant mars, que le déficit annoncé pour 2023 avait été fortement sous-évalué et qu'en réalité, on avait beaucoup plus dérapé qu'on ne le croyait jusque-là. Et on a aussi découvert, j'ai fait plusieurs capsules sur le sujet, que les services de Bercy avaient informé dès le mois d'octobre Bruno Le Maire de ce dérapage des comptes publics et que Bruno Le Maire l'a savamment caché jusqu'au mois de mars 2024. Et donc ça, c'est le problème général de la gestion des finances publiques, de la gestion de l'État, où on voit qu'au fond, tout le monde s'en fout et qu'il y a quand même des fonctionnaires consciencieux et zélés qui préviennent le gouvernement, qui préviennent le ministre que tout ça va mal se finir, et le ministre dit tout ça n'est pas grave. Là où on a un deuxième problème, c'est que donc, face au risque de dérapage majeur de nos comptes, et Bruno Le Maire et Gabriel Attal en partie ont annoncé qu'ils allaient prendre des mesures pour lutter contre le déficit, et Emmanuel Macron a imposé une règle qui est: on ne parle pas de tout ça, on ne parle pas des choses qui fâchent ou qui inquiètent les gens, surtout à quelques mois des élections, à quelques semaines des élections, et donc on fait comme si de rien n'était, et puis on avance en expliquant aux gens que tout va bien, voilà, et que le Titanic ne coulera pas s'il rencontre l'iceberg que tout le monde voit arriver. Donc ça, c'est notre situation générale. Alors, il se trouve que nous devons quand même rendre des comptes à l'Union européenne, puisque vous le savez, nous faisons partie de la zone euro, et pour que la zone euro ne s'effondre pas, pour que l'euro ne s'effondre pas, comme ça a failli être le cas avec la Grèce, eh bien, il faut que tous les pays membres de la zone monétaire pratiquent à peu près la même politique budgétaire, ou en tout cas restent dans une espèce de zone de sécurité à peu près harmonisée. C'est ce qu'on appelle le pacte de stabilité. Donc chaque année, chaque gouvernement membre de la zone euro doit présenter à Bruxelles ses perspectives, sa politique budgétaire, la politique qu'il compte mener pour éviter un effondrement de la monnaie unique. C'est ce qu'on appelle le programme de stabilité. Et Emmanuel Macron a présenté le programme de stabilité de la France la semaine dernière. Ce programme a été discuté en Conseil des ministres. Je vous en parle aujourd'hui et je vous montre comment ce programme de stabilité qui vise donc à dire à Bruxelles, voilà ce que nous allons faire en France pour rester dans la zone euro, et bien comment ce programme de stabilité est un pipeau absolu et une opération de propagande pour cacher aux Français à la fois l'ampleur du désastre et les mesures qu'il va falloir prendre. C'est l'objet de cette capsule. Je vais essayer de ne pas vous épuiser avec trop de chiffres aujourd'hui, mais vous savez, il faut comprendre pourquoi nous allons faire faillite et pourquoi Macron, au fond, nous met collectivement la tête dans le sable en se disant tout ça n'est pas très grave. Alors, je vous explique en substance. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut que vous ayez à l'esprit et que vous vous souveniez que Macron, comme une grande partie de ses élites, a deux croyances magiques fondamentales. Il a la croyance d'énarque, une croyance profonde de la caste qui est que la dépense publique est bonne pour l'économie. C'est-à-dire que c'est l'idée que bien, s'il y a du déficit, au fond, c'est pas grave parce que c'est de la dépense publique et la dépense publique, ça fait de la croissance, ça fait de l'emploi, ça fait de la prospérité. Toutes ces idées complètement fausses et naïves qui permettent de nourrir les gens dans la croyance selon laquelle, eh bien, c'est pas grave si on est en déficit, c'est bon pour tout le monde. Il y a une deuxième croyance paresseuse qui est largement répandue aussi, c'est que, au fond, la croissance, ça permet de rembourser la dette sans effort. Hein. Si vous êtes endetté, eh bien c'est pas grave, vous augmentez vos revenus et puis comme ça, vous ne diminuez pas votre volume d'endettement auprès de la banque, mais vous diminuez votre taux d'endettement puisque vous augmentez vos revenus. C'est la logique qui existe majoritairement dans la caste
Ces deux croyances, à savoir que la dépense publique est bonne pour l'économie et que donc c'est ce que j'appelle l'école de la dépense. Et cette idée qu'au fond, la dette va se rembourser toute seule par la croissance économique, c'est des idées qui courent partout, depuis la France insoumise jusqu'au Rassemblement national. Si vous interrogez un Jean-Philippe Tanguy, il va vous dire la même chose au Rassemblement national, et Macron pense la même chose. C'est-à-dire que, quelles que soient les étiquettes politiques, il y a cette croyance, au fond, que la France se porte mieux lorsqu'elle est en déficit et qu'au fond, le déficit permet de faire de la croissance qui permet de rembourser la dette. Voilà. Ça, ce sont les idées naïves, les croyances naïves, les croyances magiques de notre époque qui sont très largement répandues dans les esprits. Alors, simplement, il se trouve que le monde change et que petit à petit, eh bien, un certain nombre de gens sont en train de se dire c'est plus compliqué que ça et peut-être qu'il faut qu'on désapprenne ce qu'on a appris à Sciences Po. Hein, ce que Philippe Tanguy au Rassemblement national devrait, comme pas mal de gens de LFI, comme pas mal de gens de alors c'est plus la France en marche, c'est Renaissance, devrait se dire on va désapprendre ce qu'on a appris à Sciences Po. Il y a un gars qui le fait, il gouverne la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et il y a encore en septembre dernier, il nous disait la croissance va permettre de rembourser la dette. Et là, il a donné une interview aux Échos, le journal de Bernard Arnault, où il a dit en une, cessons de croire que la croissance va régler nos problèmes de déficit. Et je crois qu'il y a progressivement une prise de conscience dans une partie de la caste que la vieille recette, la croissance règle tous les problèmes, est une illusion et qu'au fond, on a un problème structurel en France qui est que la dépense publique est trop élevée, notamment parce qu'il y a trop de bureaucratie. Et tout le drame que nous allons vivre en France, c'est que précisément, plus personne n'est capable dans la caste, de se dire on déconne, nos idées sont dépassées, nos idées sont périmées, on est allé trop loin et il n'y aura plus de croissance parce que la bureaucratie qu'on a développée tue la croissance et épuise les forces vives du pays. Plus personne n'est capable de comprendre que on n'a pas franchi un seuil et qu'il n'y aura plus de retour à la croissance en France, à une croissance saine, parce que il y a trop de fonctionnaires qui réglementent, qui inventent des normes, qui les contrôlent, qui inspectent, qui sèment la terreur, qui redressent, qui persécutent de prétendus fraudeurs. Tous ces gens-là tétanisent le pays et nous condamnent à d'abord un surendettement, ensuite une faillite et surtout à, au fond, un exil systématique, parce que tous ceux qui ont envie de travailler, eh bien, se disent mais en France, pour créer une usine, il faut 5 ans minimum, 10 ans d'une manière générale, parce qu'il y a des recours, des machins, des trucs. Et puis une fois qu'on a créé son usine, on est embêté par les syndicats, les dépenses sociales, les normes environnementales, les contrôles ceci, les contrôles cela. Mieux vaut aller à l'étranger pour travailler. Et petit à petit, il y a une prise de conscience du fait que, eh bien non, la dépense publique n'est pas bonne par nature et que par ailleurs, la croissance ne suffit pas à rembourser la dette. Il faut aussi diminuer le poids de la bureaucratie et par conséquent diminuer le poids des dépenses. Alors, pour que tout le monde ait en tête quand même les volumes dans lesquels tout ça se joue, je voudrais faire sortir un chiffre. S'il y a un chiffre à retenir aujourd'hui, c'est celui-là. Je mets mes lunettes. Je vous ai sorti l'évolution du PIB en France. Alors, le PIB est en réalité calculé de façon trimestrielle. Donc là, vous voyez l'évolution du PIB depuis 2005. Et comme vous le voyez, en 2006, par exemple, le PIB en France, c'était environ 500 millions d'euros, 500 milliards, pardon, 500 milliards d'euros par trimestre. C'est-à-dire que sur un an, le PIB en France était de 2000 milliards en 2005. En 2023, le PIB est à peu près à 600 milliards par trimestre, c'est-à-dire qu'on fait 100 milliards de plus qu'en 2006. Donc, en l'espace de 20 ans, le PIB, grosso modo, a gagné 100 milliards par trimestre, 400 milliards par an, 100 milliards sur 500 milliards, c'est-à-dire qu'on a augmenté le PIB de 20% entre 2006 et 2024, grosso modo, hein, c'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans. Et donc, il faut avoir à l'esprit que le PIB en France, ça se situe aujourd'hui, en 2024, autour de 600 milliards par trimestre,
c'est-à-dire grosso modo, alors de temps en temps ça monte, de temps en temps ça redescend un peu, il vaut mieux que ça monte. On va dire que le PIB en France est d'environ 2 500 milliards par an. Alors, il y a des petites variations, il se situe entre 2 500 milliards et 3 000 milliards par an. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va dire que le PIB, le produit intérieur brut, qui est la somme des revenus qu'on engrange chaque année, se situe autour de 2 500 milliards. Par commodité, on dira donc qu'un point de PIB, c'est 25 milliards. C'est très important d'avoir cet ordre de grandeur. 25 milliards, c'est un point de PIB. Je vous le rappelle, le budget de l'éducation nationale, c'est environ 65 milliards, c'est-à-dire 2,5 points de PIB. Et le produit de l'impôt sur le revenu, c'est 3 points de PIB. Voilà. Ce sont des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Un point de PIB, c'est entre 25 et 30 milliards d'euros. Voilà, c'est important pour la suite. Donc, je vous présente quelques tableaux qui ont été diffusés dans le programme de stabilité. Je vous présente notamment le tableau 2, qui est la trajectoire des finances publiques jusqu'en 2027. C'est un sujet aride. Je ne vais pas vous lire toutes les lignes, je ne vais pas vous accabler. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'il y a une ligne, comme vous le voyez, qui s'appelle solde public. Le solde public, c'est le déficit public au sens du traité de Maastricht, c'est-à-dire le déficit qui fait la somme entre toutes les dépenses de solidarité obligatoire, c'est-à-dire les dépenses de sécurité sociale en France, les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités locales, plus quelques petits traouettes, comme on dit en wallon. Mais ce solde public, en France, est en déficit. Il aurait dû être en déficit en baisse continue de 2022 jusqu'à 2027, et on voit qu'en 2023, il a dérapé par rapport à 2022, donc on était en déficit en 2023, vous le savez, de 5,5% du PIB. Donc si vous vous souvenez qu'un point de PIB, c'est grosso modo 25 milliards, vous comprenez qu'on flirte avec les 300 milliards avec les 200 milliards de déficit, de 300 milliards, ça, je ne vous dis pas de bêtises. Alors, 4 points de PIB, ça nous fait bien 100 milliards, plus encore 2 petits points de PIB, on est à 150, 160 milliards de déficit au total. Mais vous voyez que plus personne ne compte les déficits en milliards, on compte en pourcentage de la richesse, et c'est aussi un des problèmes qu'on a, c'est que plus personne ne sait ce que veulent dire les pourcentages, donc on gère des pourcentages, on ne gère plus des réalités. Le problème, c'est qu'on s'est engagé en signant le traité de Maastricht, approuvé par référendum à la majorité, rappelons-le, parce que très souvent on dit « Ah, mais ça n'a pas été voté ». Sauf qu'il y a eu un référendum sur le traité de Maastricht qui a validé le traité de Maastricht. Et le traité de Maastricht, il dit que la France ne doit pas, enfin les pays membres ne doivent pas avoir un déficit public supérieur à 3% du PIB. Donc théoriquement, en France, 75 milliards d'euros, toutes dépenses confondues. Et comme vous le voyez, donc on est très au-dessus de 3% historiquement. On ne reviendra en dessous des 3% qu'en 2027, si tout va bien. Et je vais essayer de vous montrer rapidement qu'en réalité, c'est du pipeau et que le gouvernement ne se prépare pas du tout à diminuer le déficit public, qu'il organise progressivement la faillite de l'État. Alors, je vous passe très vite les détails. Simplement, vous voyez que le gouvernement prévoit un déficit en 2024 de 5,1% du PIB et un déficit de moins de 3% du PIB en 2027. Donc une baisse de déficit de un peu plus de 2 points de PIB, c'est-à-dire que le gouvernement affirme grosso modo qu'il va faire entre 50 et 60 milliards d'économies d'ici à, enfin en tout cas de baisse de déficit d'ici à 2027. La question, c'est comment il va le faire. Et là, on ne comprend pas, sachant que dans le même temps, comme vous le voyez dans principaux agrégats, vous voyez que le ratio de dépenses publiques, c'est-à-dire le poids des dépenses publiques dans la richesse nationale, est supposé passer de 56% du PIB à 54,5%. Alors, c'est pratiquement 2 points, là aussi, de baisse des dépenses publiques. Et le ratio des prélèvements obligatoires passerait, lui, de 43,5% du PIB en 2023, 43,6% en 2024, à 44,1%. Alors c'est là qu'il faut déjà lire une première entourloupe, c'est que vous avez un demi-point d'augmentation des
recettes fiscales, des prélèvements obligatoires prévus d'ici à 2027. Un demi-point, ça veut dire, si vous calculez comme moi, qu'on sera entre 12 milliards et demi et 15 milliards d'augmentation d'impôts d'ici à 2027, c'est-à-dire d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça doit vous alerter parce que, on va le voir, le gouvernement dit qu'il va faire des économies, mais on n'a pas bien compris lesquelles. En revanche, il annonce une augmentation des impôts de 12 à 15 milliards d'ici à 2027. Et ça, c'est un problème parce que, on va le voir, eh bien, ça va être pris dans votre poche. Préparez-vous-y. Alors, sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire sur ce tableau qui vient d'être fait, le Haut Conseil des finances publiques, le HCFP, qui est présidé par le premier président de la Cour des comptes aujourd'hui, Pierre Moscovici, dit mais en fait, ce programme de stabilité n'est pas réaliste parce qu'il se fonde sur une prévision de croissance qui est trop optimiste. Et en réalité, la situation va être beaucoup plus difficile et tendue. C'est-à-dire que le gouvernement, déjà, ne dit pas comment il va faire des économies alors qu'il prévoit une croissance plutôt positive. Ce que dit le HCFP, c'est que la situation va être bien plus dure qu'on ne le dit et qu'on ne sait pas comment tout ça va tenir. Alors, il faut que vous ayez conscience de ça, c'est-à-dire que tout le monde dit à Macron depuis plusieurs années, mais tu présentes des budgets beaucoup trop optimistes. Alors, c'est un peu le défaut de Bercy historique, c'est de dire, mais vous allez voir, tout va bien se passer, on ne va surtout pas dire aux gens que ça va être dur. Alors, on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que les gens sont des petites choses en chocolat, et pour ne pas qu'ils se révoltent, il faut qu'ils dorment heureux après avoir passé une bonne soirée devant Hanouna ou devant une bonne série débile à la télé, où on leur dit ne vous posez pas de questions, tout va bien. Des gens gèrent pour vous, contentez-vous d'être heureux et cherchez le bien-être. Voilà. Ça, c'est la stratégie contemporaine. Donc, c'est une tradition qu'Emmanuel Macron n'a pas inventée. Simplement, là, tout le monde dit attention, on est allé trop loin, le mur se rapproche et cette façon de rêver en permanence sur tout va bien se passer, il faut arrêter, il faut se réveiller, il faut se mettre les doigts dans la prise et commencer le sursaut. Et des gens comme Pierre Moscovici, qui a fait partie de ceux qui ont mis en place la doctrine de la dépense, la doctrine du rêve permanent, lui-même dit attention, il va y avoir des problèmes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le gouvernement, donc dans le plan, dans son programme de stabilité, a annoncé la couleur d'un certain nombre de mesures, notamment en 2024. Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement dit, eh bien, il y a eu des mesures à la baisse qui ont causé un trou de 7 milliards dans les dépenses. Alors, on rappelle, le déficit global, il est autour des 200 milliards. Le gouvernement dit, bah, il y a 7 milliards qui viennent de mesures qui ont coûté cher. Et là, on va prendre des mesures qui vont rapporter 9 milliards en 2024. Et donc, on rappelle, le gouvernement a supprimé 20 milliards de crédits par décret. Et là, il dit, en plus, on va trouver 9 milliards de plus grâce à un certain nombre de mesures. Je serai vous, je prendrai le temps de lire ces lignes qui sont très énigmatiques, qui sont très résumées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les ménages vont être taxés de 4,4 milliards en plus en 2024 et les entreprises de 7 milliards en plus. Dans ce qui va coûter cher aux ménages, il y a en particulier la deuxième ligne du tableau, c'est le bouclier tarifaire TICFE qui va être supprimé. Et donc là, le gouvernement va gagner 2 milliards sur le dos, si j'ose dire, des ménages. Faites attention parce que les entreprises elles-mêmes vont être mises à contribution, toujours avec la suppression du bouclier tarifaire, c'est-à-dire que le gouvernement dit l'argent, on va le trouver en supprimant les aides qu'on versait auparavant aux gens. Et donc, petit à petit, vous allez payer le vrai prix des choses. Mais vous voyez bien que les chiffres qui sont donnés sont très loin des 50 milliards annoncés d'économies et pour l'instant, on ne voit pas vers où va le gouvernement pour trouver l'argent qu'il annonce vouloir trouver. Alors, quand on lit le programme de stabilité, on comprend qu'il y a deux mesures fondamentales qui sont proposées à l'Union européenne pour gagner de l'argent. C'est l'effet de la réforme des retraites
et une réforme de l'assurance chômage sur laquelle on reviendra dans le courrier des stratèges et qui vise au fond à réduire l'indemnisation du chômage sous une forme ou sous une autre. Ce sont les deux seules grandes mesures, deux seules grandes réformes de structure que le gouvernement annonce pour l'instant. Et pourtant, il fait dans son programme de stabilité un point général sur l'avenir des finances publiques en annonçant notamment que, eh bien, par exemple, les administrations publiques vont voir leur, on l'a dit, leur déficit fortement baisser, mais lisez bien ce tableau, on s'aperçoit que les recettes totales des administrations, hein, donc ça comporte la sécurité sociale, vont passer de 51,9% du PIB à 52,3%. Et que les dépenses totales, les dépenses des administrations, vont passer de 57,3% du PIB à 55,2%. Autrement dit, on retrouve bien là, des chiffres en partie cohérents avec ce qui était dit avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une décrue progressive des dépenses à hauteur de 2 points de PIB au sens de l'Union européenne, mais il y aura aussi une augmentation des recettes qui, cette fois, sont très supérieures à ce qui était annoncé dans le reste du document. Et ce qui nous étonne dans ce qui est dit là, c'est la ligne principale composante des recettes, c'est-à-dire que le gouvernement vous annonce l'évolution des impôts d'ici à 2027. Comme vous le voyez, il va y avoir une légère augmentation des impôts sur la production et sur les importations, c'est-à-dire des impôts payés par les entreprises. Il va y avoir une quasi-stabilité des impôts courants sur le revenu et sur le patrimoine. Il va y avoir une quasi-stabilité des impôts en capital et une quasi-stabilité des cotisations sociales, avec une quasi-stabilité des recettes totales. Et là, on se dit, mais comment le gouvernement fait-il pour nous expliquer que les impôts ne vont pas augmenter et que les dépenses vont diminuer de 2 points, c'est-à-dire d'environ 50 milliards, c'est à peu près ça, 60 milliards. On va légèrement augmenter les impôts. Donc, grosso modo, les impôts sont supposés augmenter seulement de 0,4 points, ce qui n'est pas exactement cohérent avec le reste du document, mais 0,4 points, vous l'avez compris, ça nous fait du grosso modo 6 milliards, ce qui est en décalage par rapport au reste du document, aux chiffres donnés dans le reste du document. Le gouvernement dit on va augmenter les impôts de 6 milliards d'ici à 2027. On ne comprend pas la cohérence entre ce qui venait avant et ce qui vient là. Et puis, on ne comprend pas comment, en bout de course, avec seulement 50 milliards d'économies sur les dépenses, eh bien, le déficit va pouvoir baisser à 3%, voilà, à moins de 3%, alors qu'il est aujourd'hui à plus de 5%. On se dit, mais expliquez-nous, parce qu'on ne sait pas où vous prenez les économies que vous faites et on ne sait pas comment les économies que vous annoncez vont suffire à passer sous les 3%. Si, on le comprend, parce que le gouvernement part du principe qu'il y aura forcément une croissance qui permettra de cacher la misère. Simplement, vous le comprenez, le gouvernement table pour, d'une façon ou d'une autre, diminuer le déficit et revenir à nos engagements européens. Le gouvernement table sur une croissance dont des spécialistes, des amateurs de la dépense publique disent mais ce calcul de croissance n'est pas réaliste. Là, on se dit mais où va-t-on? Comment on va s'en sortir? Et personne ne comprend comment on va s'en sortir. En réalité, le gouvernement a envoyé un programme à Bruxelles qui est un programme électoraliste, qui cache les mesures qui vont devoir être prises. Et au fond, il est assez probable que Macron, conscient de son impopularité, ait décidé de ne pas respecter ses engagements européens, notamment ses engagements budgétaires. Le problème, c'est que jusqu'à une certaine époque, nous pouvions vivre au-dessus de nos moyens sans trop de difficultés, mais là, on est arrivé à une situation d'endettement qui n'est plus tenable et il est très probable que nos partenaires européens ne nous le disent et ne nous avertissent fortement sur les dangers de cette situation dans les semaines, les mois qui viennent. Et il est très probable que les marchés financiers
s'emparent eux-mêmes de cette question et disent: «Attention, la France, manifestement n'est plus gouvernée et la situation n'est plus tenue». Il faut que vous fassiez attention parce que ça signifie que d'abord, retenez une chose, le programme de stabilité n'est pas sincère. Il y aura un autre programme de stabilité après les élections qui sera bien plus dur et qui sera probablement imposé par l'extérieur. Et ayez conscience qu'il y a deux possibilités. Soit le gouvernement a un plan qu'il va sortir après les élections. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà publié sur le sujet les économistes sur lesquels il va s'appuyer. Les économistes sur lesquels il va s'appuyer sont des gens qui préconisent d'augmenter la fiscalité sur le capital, comme on dit, c'est-à-dire de créer un impôt sur l'immobilier, d'augmenter la fiscalité des dividendes. Et donc, ce sont les indépendants qui vont payer, ce sont les propriétaires qui vont payer. Donc, soit le gouvernement a ça dans les cartons, soit Macron ne fera rien et ce sera la faillite de l'État tôt ou tard parce que le budget de la France ne peut pas être crédible. Regardez les vidéos que je fais. Je la publierai demain sur la chaîne Patrimoine, la chaîne YouTube Patrimoine du Courrier des Stratèges, 5 € par mois. Je vous donne les grands conseils pour vous prémunir dès maintenant et pour protéger dès maintenant votre patrimoine contre les risques qui s'annoncent. À très vite et puis faites attention parce que Macron ne tient plus grand-chose dans la réalité.